Groenland, territoire autonome du Royaume de Danemark, les Européens ont une responsabilité particulière. La France a décidé de se joindre à l'exercice qui a été programmé et lancé par le Danemark de manière souveraine et indépendante dans le cadre d'Arctic Endurance. Une première équipe de militaires français est déjà sur place et sera renforcée dans les prochains jours par des moyens terrestres, aériens et maritimes. Vous le voyez, les pays européens se mobilisent pour protéger le Groenland des visées annexionnistes du président Trump. Donc, des militaires de plusieurs pays, dont la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Norvège, entre autres, ont été déployés sur l'île de l'Arctique pour participer à cet exercice militaire Arctic Endurance, suite aux rencontres infructueuses qui ont eu lieu par les autorités danoises avec la Maison-Blanche hier. Mais vous allez voir, rien de tout cela n'a ébranlé la Maison-Blanche aujourd'hui. To your first question on Greenland, I don't think troops in Europe impact the president's decision-making process, nor does it impact his goal of the acquisition of Greenland at all. Pour en discuter, quelqu'un qui connaît bien l'Europe, il y a passé les 9 dernières années, Stéphane Dion, ancien ministre des Affaires étrangères, mais aussi ambassadeur en Allemagne, en France, auprès de l'Union européenne. Monsieur Dion, bonsoir. Bonsoir, Mme Latraverse. Quand vous êtes arrivé en Europe, on était en 2017, auriez-vous pensé qu'au terme de votre mandat là-bas, le monde serait aussi instable et surtout que l'Europe apparaîtrait si fragile? Ce qui change beaucoup la donne, parce que si on regarde en 2017, on avait des tensions avec la Chine. Il n'y avait pas une guerre encore entre la Russie et l'Ukraine, mais ça n'allait pas très bien non plus. Ce qui change, c'est certainement le président Trump, qui, s'il devait attaquer le Groenland, ferait quelque chose qui aurait été impensable non seulement il y a 8 ans, mais il y a à peine 1 an. Il en parlait, mais on ne pouvait pas croire une chose pareille. Ça serait vraiment un basculement dans les relations au sein de l'OTAN. L'Europe ne pourrait pas ne pas réagir et le Canada serait interpellé fortement. Vous dites l'Europe ne pourrait pas réagir. On a vu les pays européens envoyer des troupes dans cet exercice militaire là-bas, mais c'est des petits nombres de militaires, 15 Français, 13 Allemands, etc. Est-ce que ça n'envoie pas un peu le signal que peu importe ce que veut l'Europe, elle ne peut pas militairement faire le poids et objectivement tenir tête aux États-Unis? Je ne crois pas que si jamais le président Trump attaque le Groenland et s'en empare, il y aura une réaction guerrière entre l'Europe et les États-Unis. Mais il y aura une forte résistance diplomatique, commerciale, un branle-bas commercial comme on n'a jamais vu en pays de l'OTAN. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, ce serait pas comparable avec ce qui arriverait dans une telle occasion. Il y aurait sur le plan diplomatique une offensive diplomatique très forte au sein de l'ONU sur toutes les plateformes internationales et sans aucune gêne, les Européens interviendraient dans la politique américaine au Congrès, au sein des États, auprès de l'opinion publique américaine, auprès des gens d'affaires pour convaincre le président Trump de reculer. S'il lui est facile de rentrer au Groenland, il serait facile pratiquement d'en sortir, même si pour lui, ça serait perdre la face politiquement. Mais il y aura une réaction très forte et le Canada sera interpellé. Nous-mêmes, qui sommes toujours à la recherche d'un appui mondial pour ne pas devenir le 51e État. Et vous avez montré la carte tout à l'heure, vous pouvez la remontrer peut-être. Le Groenland, c'est notre voisin très proche. Alors vous voyez que le Canada serait certainement obligé, lui aussi, de faire cette campagne pour que le Groenland et le Danemark voient leur intégrité territoriale, leur souveraineté respectée, leur population respectée. Parce que, vu d'ici, de ce côté-ci de l'Atlantique, et certainement aux États-Unis, il y a la perception que l'Europe et donc l'OTAN a besoin des États-Unis, du parapluie sécuritaire américain, surtout face à la Russie en ce moment, etc. Et que donc, c'est comme si les États-Unis se disent on peut faire ce qu'on veut parce qu'ils n'oseront pas nous tenir tête. Ils n'oseront pas fracturer l'OTAN, se mettre à dos notre force, notre pouvoir, notre capacité de les protéger. Vous avez un doute là-dessus? Vous avez raison que jusqu'à présent, les leaders européens, comme nos premiers ministres canadiens, M. Trudeau, M. Carney, ont tout fait pour ne pas mécontenter le président Trump.
pour deux raisons. La première, pour essayer de se soustraire autant que possible aux douanes, aux barrières tarifaires. Et la deuxième, c'est pour convaincre le président Trump de continuer à appuyer l'Ukraine et l'OTAN. Donc une raison géostratégique et une raison économique, avec des milliers d'emplois en jeu et avec la sécurité de l'Europe, la survie de l'Ukraine en jeu. Et c'est pourquoi, jusqu'à présent, ils ont toujours fait attention, n'ont pas trop protesté ou ils le font en sourdine quand le président Trump fait des choses très désagréables du point de vue de l'aide internationale, du point de vue des changements climatiques, etc., des points de vue du respect de l'État de droit. Dans ce cas-ci, ça serait, à mon avis, je peux me tromper, bien sûr, la meilleure façon de ne pas se tromper, c'est jamais de faire de prédiction. Oui. Mais ma prédiction, c'est que s'il intervient, s'il veut avaler le Groenland, l'Europe sera vent debout, évidemment pas de façon guerrière, mais ça va être une bataille diplomatique très, très, très difficile et commerciale. Un exemple, je crois que les Européens se mobiliseraient, ne l'obtiendraient peut-être pas, mais se mobiliseraient pour que les États-Unis soient bannis des Olympiques ou en tout cas que leurs athlètes défilent sur drapeau neutre et quand ils gagnent des médailles, ça soit l'hymne des Olympiques plutôt que l'hymne américain qui soit joué. Des choses aussi fortes que celles-là sur le plan symbolique vont certainement être avancées parce que ça serait une forfanterie, en bon québécois, une écœuranterie que les États-Unis s'emparent comme ça d'un territoire européen, d'un territoire de l'OTAN et d'une démocratie à qui on n'a rien à reprocher. Quand on dit l'Europe n'a pas réagi très fortement à l'intervention au Venezuela, d'abord, ce n'était pas une invasion, pas encore, et deuxièmement, c'était une arrestation extraterritoriale d'un président considéré comme illégitime, comme un tyran qui martyrise sa population. Dans le cas du Danemark, on n'a rien à leur reprocher. C'est une démocratie exemplaire qui a toujours été là pour appuyer les États-Unis à travers le monde. C'est complètement inacceptable. Parce que ce qui est intéressant, c'est que les leaders danois, vous l'avez vu, étaient à Washington hier. Ils ont rencontré le vice-président, ils ont rencontré M. Rubio. Et à la Maison-Blanche, il dit... On s'entend pas, mais on a un groupe de travail. On va se rencontrer aux 3 semaines. C'est comme si, du côté de Washington, on laisse entendre que on va négocier puis on va les avoir à l'usure parce que le président, il a veut son île du Groenland. Vous voyez les choses autrement? C'est que ces négociations-là vont finalement mener à une sortie de crise? Mais c'est parce que la négociation, si tout le monde était rationnel, la solution serait tellement évidente. Les États-Unis ont déjà eu 10 bases sur le Groenland durant la guerre froide. Ils ont déjà eu plus d'1 millier de soldats là-bas. Actuellement, ils en ont une centaine et ils n'ont plus qu'une base. S'ils veulent renforcer la sécurité de l'Arctique en ayant une présence accrue au Groenland, le gouvernement du Groenland et celui du Danemark et l'OTAN ouvrent les bras et proposent d'avoir une défense collective renforcée. Les Européens sont prêts à investir plus là. Le Canada aussi. On va ouvrir bientôt, Mme Annand et je crois que Mme Mary Simon vont venir toutes les deux pour annoncer ce que je souhaitais tellement fortement depuis des années, qu'on ait un consulat à Nuuk, qui est donc la capitale du Groenland. Donc, ça m'apparaît tellement évident, la solution. Ils vont continuer à pousser pour cette solution en espérant que le président Trump, il verra peut-être une façon de sauver la face en disant « j'ai obtenu quelque chose, enfin les Européens vont travailler avec moi au Groenland ». C'est l'espoir, si vous voulez. Espérons que ça va tourner comme ça à la fin. Monsieur Dion, je ne peux pas vous avoir avec moi sans poser 2 autres questions. Vous avez quand même été ministre des Affaires étrangères au tout début du mandat de M. Trudeau. En préparant ma recherche, j'ai remarqué que vous étiez avec M. Trudeau lors de ce fameux premier voyage en Chine, le dernier qui a eu lieu d'un premier ministre canadien depuis celui-ci, de M. Carney. Comment vous entrevoyez les efforts de rapprochement du gouvernement actuel dans le contexte complètement explosif dans lequel est la planète en ce moment? Vous voyez bien la différence entre ce que nous venons de discuter et une relation avec un régime autocratique. Que ce soit aujourd'hui la Chine, bientôt ça sera le Qatar. Nous voulons à la fois faire des affaires avec ces pays, parce que les gens qui nous écoutent, ils ont besoin de gagner leur vie, d'avoir des emplois, et c'est très difficile de le faire si on ignore le 6e de l'humanité, dans le cas de la Chine.
Et en même temps, on veut promouvoir les droits de la personne qui sont universels. Chaque être humain a le même droit à la dignité. Alors, on essaye un peu toujours entre les deux. Le Canada a été amené ces dernières années à insister beaucoup sur les droits de la personne parce que la Chine a très mal agi envers nous en enfermant 2 Canadiens sans aucune raison et en intervenant chez nous de façon inacceptable. Donc, M. Carney essaie de ramener les choses pour que la Chine se comporte de façon plus acceptable envers nous et qu'en même temps, on puisse faire des affaires très fructueuses avec le régime chinois. Dans le cas du Groenland, il n'y a aucune raison d'attaquer ce territoire-là. Il n'y a aucune justification. On est dans un autre monde. Dernière question. Vous avez une longue carrière, mais vous avez commencé comme étant Monsieur Unité Canada, Unité canadienne à une autre époque. Vous revenez au pays après votre carrière diplomatique dans un contexte où on se demande si le Québec se dirige vers un nouveau débat référendaire, une nouvelle crise d'unité nationale. C'est comme un enjeu qui a complètement passé sous le radar dans le reste du pays. Est-ce que le Canada, selon vous, est prêt à affronter une remontée du mouvement souverainiste? Bien, c'est au Québec, c'est aussi en Alberta. Et c'est lié, à mon avis, à des phénomènes mondiaux. C'est-à-dire qu'il y a une crise identitaire chez les populations majoritaires. En Inde, c'est les hindous. Chez nous, c'est les blancs chrétiens qui s'inquiètent du fait qu'il y a un vieillissement des populations et l'arrivée d'immigrants qui viennent d'autres continents, d'autres religions. Ce qui renforce le sentiment identitaire de ces majorités qui se comportent de plus en plus comme des minorités. C'est des majorités inquiètes. Alors, bien sûr, ça joue beaucoup au Québec. En plus, il y a aussi un divorce avec la planète qui fait en sorte que beaucoup de nos concitoyens voudraient qu'on aille plus vite dans la lutte au changement climatique et d'autres qui trouvent qu'on va beaucoup trop vite. Et en Alberta, vous avez cette résistance des gens qui disent « laissez-nous utiliser notre pétrole comme on veut et on va se séparer parce que vous nous embêtez ». Alors, on a ces 2 phénomènes-là, ethno-culturels au Québec et éco-climatique en Alberta. La solution, à mon avis, c'est de rester tous ensemble, plus que jamais, et pas se laisser diviser quand le président Trump envisage de nous faire le 51e État. Vous dites qu'on ne s'occupe pas tellement du Québec ailleurs. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais vous n'avez pas tout à fait tort non plus. Mais nous, on ne suit pas de très près ce qui se passe en Alberta. Le mouvement séparatiste albertain se vante d'avoir obtenu de la Maison-Blanche l'assurance qu'ils seront reconnus comme indépendants, même si Ottawa n'est pas d'accord. Alors, si Trump ne peut pas nous avaler d'une seule bouchée, ils veulent l'essayer en divisant pour régner. Tout ça est lié. Ce qu'on vient de discuter là et ce que vous venez de soulever, discuter là par rapport au monde, et ce que vous venez de soulever par rapport à l'unité canadienne, il y a des enjeux très évidents. Et donc, il va falloir se préoccuper d'une potentielle ingérence américaine advenant un débat référendaire? Ah, c'est sûr, ça. Américaine, russe. Je ne dis pas que c'est ça qui va jouer. Au bout du compte, ce sera nous, les Québécois, qui vont voir ce qu'on veut faire. Et moi, j'espère qu'on va toujours choisir de rester avec les autres Canadiens et pas s'affaiblir. C'est vraiment pas le moment de se couper du marché canadien quand on sait maintenant à quel point les frontières sont des obstacles difficiles à surmonter pour faire du commerce. À quoi ressembleraient les entreprises québécoises si on n'avait pas accès au marché canadien en ce moment? Donc non, restons tous ensemble. On a tellement de choses à faire, nous les Canadiens. Le monde entier compte sur nous. Le Groenland et le Danemark risquent d'avoir à compter sur nous. Alors essayons de parler d'une seule voix autant que possible. Stéphane Dion, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien ambassadeur, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité.